Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à Briançon et je vous souhaite, de la part du conseil d'administration de Prosilva et du comité d'organisation de ce congrès, une très cordiale bienvenue. Nous sommes venus de 24 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique. C'est la preuve, je crois, que les idées et les objectifs de Prosilva ont une portée universelle pour notre époque et notre avenir, dans la droite ligne de l'esprit de Rio. Je ne voudrais pas saluer personnellement les hautes personnalités qui ont bien voulu être avec nous ce jour. J'ai trop peur d'en oublier, mais surtout, tous, à quelque place que vous vous trouviez, vous êtes très importants puisque vous êtes responsables de forêt. Je souhaite par contre saluer un grand absent, sans lequel Prosilva n'existerait pas, ou pas encore. Le professeur Lagungut, qui est décédé il y a 3 mois, s'était intéressé à notre congrès dès l'automne dernier, mais m'avait dit qu'il ne pourrait pas être des nôtres en raison de son état de santé. Il a certainement été l'une des plus importantes personnalités forestières d'Europe depuis la dernière guerre. Nous, forestiers européens, nous sommes responsables d'environ 28% de la surface de notre continent. Nos décisions actuelles se répercuteront jusqu'au XXIe siècle. Et les territoires sous notre garde sont parmi ceux où la plus grande biodiversité dans son ensemble est préservée et sur la plus grande échelle. Notre action a donc une importance déterminante sur la vie de nos concitoyens, sur celle des générations futures et sur celle de la nature en général. Notre responsabilité est donc particulièrement étendue. Notre conseil a donc pensé que ce congrès devait être introduit par une réflexion dépassant nos préoccupations journalières pour nous faire appréhender l'étendue dans le temps et dans l'espace de nos responsabilités, bref, d'aborder certains points de l'éthique de notre profession. Merci beaucoup, cher Monsieur le Président, pour ces paroles de bienvenue. Vous m'avez investi d'une charge redoutable et au fur et à mesure que j'ai préparé ces quelques mots pour cet après-midi, j'ai senti peser sur moi un petit peu le poids de cette responsabilité. Vous êtes les témoins et les serviteurs d'un bien qui remonte longtemps avant l'apparition de l'homme et qui conditionne les possibilités de vie à bien des égards du monde animal et d'une façon générale de toute l'humanité. Il est déjà très tard sur l'horloge de notre terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a urgence et ce serait irresponsable, au vu des graves dérèglements que nous connaissons, de ne pas en tirer les conséquences. Comment ne pas voir que le passage d'une société d'exploitation de la nature à une société de gestion responsable ne se fera pas sans grande tension. Il ne faut pas se cacher la face. Il n'est pas sûr que nos sociétés seront prêtes à payer le prix d'un nouveau rapport à la nature et donc aussi s'il y a lieu à la forêt. Le changement de mentalité n'est susceptible de devenir un fait de toute la société que s'il est d'abord le fait de quelques-uns. Il faut du courage pour cela. Du courage pour préserver et agrandir ce que je nommerais des îlots d'équilibre et de santé et d'élargir ces îlots de plus en plus pour qu'ils deviennent des régions de plus en plus grandes. Le changement de mentalité concerne les deux pôles de l'écologie et de l'économie. La nature, y compris la forêt, est essentielle à l'homme. Elle est la maison, l'habitat, l'oikos de l'homme. Sans cette maison, le temps de l'homme est terminé. Puisse-t-il aussi, en tout cela,
vous donner du courage. Je vous remercie très vivement, monsieur le professeur, de votre communication, qui, je vous l'assure, répond parfaitement à l'objectif que notre Conseil s'était fixé et qui, j'en suis persuadé, alimentera nos réflexions et nos discussions, et c'est ce que nous souhaitions. Il reste que la liberté sans responsabilité, sans l'éthique du forestier dont vous avez si bien parlé, ne peut qu'aboutir à des désordres dont les conséquences risquent d'être des plus néfastes. Merci beaucoup de la réflexion que vous nous avez donnée. Oui, je pense que nous sommes un peu... Je crois que d'abord, il faut qu'on réfléchisse à ce que le professeur nous a dit avant de poser des questions et avant de donner des avis. Je vais passer la parole à notre deuxième conférencier, M. Otto. Je crois que beaucoup d'entre nous le connaissent. Il est l'un des membres fondateurs et d'honneur de ProSilva France. Il va donc nous parler de la forêt dynamique et des bases écologiques de la forêt. Tu as la parole. En visitant l'une des rares forêts vierges d'Europe, nous sommes immédiatement impressionnés par sa tranquillité, sa majesté, qui semble immuable à travers les temps. Toutefois, et en réalité, cet aspect d'éternité n'est que le résultat momentané d'un interminable processus d'évolution. Ce développement s'effectue soit de manière lente et irrégulière, soit par un changement soudain qui par phase se trouve accéléré. Ainsi, la forêt dynamique comprend une évolution à courte, à moyenne et à longue échéance. C'est l'importation d'énergie, importation de matière, production, transformation, minéralisation, recyclage, exportation d'énergie, stockage et exportation de matière. L'énergie solaire est le moteur de n'importe quel processus dynamique. Elle apporte un flux d'énergie qui se transforme dans de nombreux processus partiels à l'intérieur de la forêt et qui, en définitive, quittent l'écosystème en forme de chaleur de respiration. Le flux d'énergie déclenche les processus de formation de matière. Une petite quantité de matière est régulièrement importée dans l'écosystème, mais la majeure partie est produite dans l'écosystème lui-même grâce à l'assimilation des plantes vertes. Les plantes capables d'assimiler, à savoir les plantes vertes à chlorophylle, sont appelées les producteurs. Et voilà. Elles produisent de biomasse primaire, la biomasse primaire. Quelques membres de la faune mangent les plantes. Ce sont les consommateurs, alors la faune phytophage. Ces animaux phytophages seront la proie d'autres animaux qui sont zoophages. Ainsi peut-on distinguer plusieurs sous-niveaux de consommateurs, appelés aussi producteurs secondaires. Toute la matière vivante, flore et faune, se trouve définitivement soumise à la mort. En forêt naturelle, la compétition entre les arbres
s'effectue non seulement dans la régénération à hauteur légale, à savoir dans un niveau horizontal, mais aussi par la brique des vieux arbres dans la verticale. Réfléchissons. Faut-il constater alors que n'importe quel fonds de sylviculture est à la disposition arbitraire du gestionnaire? Certainement pas. Comme nous l'avons vu, la plupart des forêts se développent en direction d'une structure variée, moyennant la dynamique des groupements et des trouées. Ce qui devrait déterminer les décisions du gestionnaire, c'est le fait que les structures en mosaïque disposent de stabilité et d'élasticité plus élevées. Le bon forestier cherchera à imiter les phénomènes et les processus qui promettent les plus grandes stabilité et élasticité. Et sans doute, ce sont des forêts mélangées et variablement structurées. Chaque sylviculteur, dans sa région, dans sa forêt, entouré de ses essences forestières, devra décider dans sa situation ce qui est juste et le mieux. L'observation continue de la nature, l'imitation soigneuse et douce des processus valables dans chaque station naturelle forestière sont le début de la sylviculture proche de la nature. Je vous remercie de votre attention. Mais je propose que nous allions un petit peu nous dérouler les pas, où nous avons pu bouger ou pas. La SPN est une stratégie de gestion qui connaît ses lois et les respecte et qui conduit l'écosystème forestier d'une manière optimale en ménageant les forces de la nature, sa diversité, en acceptant son imprévisibilité afin que les fonctions socio-économiques, production, protection, loisirs, biodiversité, sciences, soient remplies d'une manière continue et rentable. Toutes les introductions d'énergie dans le système continu de production de biomasse seront réduites au minimum strict. Cette stratégie se distingue fondamentalement des conceptions héritées du XIXe siècle, plus ou moins imprégnées de l'agronomie, et selon lesquelles l'homme doit dominer la nature et façonner la forêt selon ses besoins, en y incorporant toute l'énergie nécessaire pour arriver à ses fins. La possibilité d'en parler ces jours-ci sur le terrain. Le principe de base est la conservation durable des qualités de l'écosystème, notamment du sol et de sa dynamique, ou, si ce système a été dégradé par l'action humaine, son rétablissement aussi rapide et complet que possible. Car il est illusoire d'attendre d'un écosystème malade et instable qu'il remplisse d'une manière durable les fonctions et socio-économiques que nous en attendons. Cela signifie notamment l'utilisation d'essences en station, si possible en mélange aussi bien en espèces qu'en strates. La futaie continue se distingue de la forêt organisée en classe d'âge par le fait que les différents stades de développement ne sont pas vraiment séparés les uns des autres sur le terrain et qu'il est très difficile, sans aller dans les petits détails, de distinguer des peuplements de petits, de moyens ou de gros bois. Chez le Dietrich, par exemple, une forêt du nord du Bas-Rhin, le nombre d'heures de bûcheronnage baisse régulièrement depuis quelques années, malgré des récoltes presque stables, et ne représente actuellement plus que 0,52 heures au mètre cube ou 2,29 à l'hectare, grâce en partie à l'augmentation lente de la grosseur des arbres. Vous savez, vous voyez combien, ça c'est des minutes de travail selon la grosseur des bois, lorsque les bois augmentent de diamètre à hauteur de poitrine. Voici la courbe verte, c'est la courbe du travail en Suisse. Les machins noirs sont les courbes des conventions collectives alsaciennes. Vous avez ici les tarifs de Dietrich
Pour les gros bois, on paye 23 francs, pour les petits bois 52 francs, pour les feuillus 21, 40, ça c'est long, et donc en poussant les bois vers le gros, on diminue les frais d'exploitation. Certains arbres doivent être câblés pour éviter leur chute dans des taches de semis, qu'il s'agit absolument de préserver. J'ai un jour calculé qu'une surcharge de frais de 3 000 francs par hectare permettrait de gagner de 20 à 40 000 francs l'hectare, plus la production sur les plantations ou les semis qu'on arrivait à préserver, plus la production des gros bois à ne pas exploiter prématurément. Si quelqu'un me dit qu'il y a des moyens plus efficaces de gagner de l'argent en forêt, qu'il me le dise. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité à votre premier congrès ProSilva, premier congrès européen qui réunit ici près de 28 nationalités et plus de 700 personnes. Je crois que c'est un événement exceptionnel pour cette région de Franche-Comté et je suis très heureux que ce premier congrès se passe ici à Besançon. La forêt franc-comtoise, c'est aussi et de plus en plus un espace de liberté et un poumon d'oxygène pour nos villes. C'est un environnement à respecter, c'est un outil économique à faire prospérer, mais c'est aussi et tout simplement notre âme à cultiver. Je vous remercie. Comme j'ai la chance, je n'ai pas souvent la chance de parler à des présidents de conseils régionaux, je crois que là, les collectivités ont probablement un travail de guide à faire pour l'emploi du bois pour des chauffages publics, des chauffages de collectivités publiques. Si vous permettez que nous mettions un tout petit souci de plus dans votre tête, qui certainement n'a pas besoin, et dans vos programmes, est-ce qu'on pourrait mettre aussi celui du chauffage au bois? Alors, en particulier, nous avons déjà des dispositifs qui nous permettent d'intervenir financièrement, notamment dans le cadre de l'énergie. Et j'ai financé des chaufferies d'HLM, par exemple, avec des déchets du bois. Et nous sommes encore dans, je pense que c'est un parent en montagne, nous avons un très grand projet, justement, pour chauffer au bois à la fois des usines, mais aussi les édifices communaux de Moiran en montagne. Sehr geehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir, dass ich unser forstwirtschaftliches Gebiet in einem Bergwaldgebiet in Slowenien vorstelle, unsere Waldwirtschaft und die naturnahe Waldwirtschaft, die wir dort praktizieren, über die Verhältnisse in diesem Bergwaldgebiet in den nördlichen Teils Slowenien. Nun möchte ich gerne an diesem Grad vorstellen, ein Beispiel. Höhenlagen dieser Gebiet befindet sich in den Höhenlagen von 350 bis 2100 Meter über das Meer. Die Wälder sind am meisten in den Lagen von 5 bis 1200 Meter an. Sehr geehrte Damen und Herren, notfalls einige vorübergehende Überlastungen aushalten. Trotz dem sehr schmerzlichen Übergang von einem Zeitalter in das andere dürfen wir aber nicht ohne Optimismus in die Zukunft blicken. Dankeschön. Danke dir, Hubert, für deine Ausführungen und wir waren außerordentlich beeindruckt von den Resultaten, die du uns gezeigt hast. 1 Million Festmeter im Jahr mehr und hauptsächlich die ganze Stabilität, wie du sie gezeigt hast. Und ich war sehr beeindruckt, ich habe es dir schon gesagt, dass eigentlich deine Konklusion, die ging genau in dem Sinne, wie Professor Siegwald angefangen hat, über die Ethik der Forstleute und was sie für den Wald und für die ganze
Umwelt für die Mitwelt haben. Ich danke dir vielmals. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, à Besançon, capitale de notre région, la Franche-Comté. Bienvenue donc à tous, à vous tous, qui, je crois, êtes des jardiniers de la forêt. Quelles que soient en effet vos compétences, vos métiers, que vous soyez ingénieurs, chercheurs, techniciens, experts, enseignants ou propriétaires forestiers, vous êtes tous, je crois, très proches de ce mouvement Pro-Silva et donc d'une conception de la forêt jardinière. Nous sommes bien à Besançon et nous sommes ravis d'être dans ce bâtiment aussi beau et dans lequel on a fait une telle belle part au bois. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous seriez un bon maire Pro-Silva, parce que je crois que nous aurions des choses à discuter. Parce que lorsque vous avez dit que vous choisissiez le plus bel arbre, alors je me disais, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il a dit, je choisis le plus bel arbre pour le couper, alors nous aussi, nous choisissons le plus bel arbre, mais c'est pour l'aider et pour enlever son pire concurrent. Donc vous voyez, il y a peut-être des choses à apprendre, mais il faut... de tourner aujourd'hui et demain, c'est parce que j'avais travaillé au cours de ma fin d'études, ma troisième année, en 83-84, j'avais fait un mémoire sur les futaies jardinés du Haut-Jura, en particulier l'aspect pratique et économique. Il se trouve entièrement donc sur le territoire communal de Saint-Laurent. Et on se trouve donc sur la limite supérieure du second plateau. Les peuplements principaux futaies jardiniers, c'est second plateau. Et au Jura, donc parcelle sur laquelle on ira. Alors bon, on va présenter la parcelle 13, celle où on va aller se promener un peu. Elle est classée en type E, c'est-à-dire régularisée dans les bois moyens. Je crois qu'il y a une présentation, alors il y a une coupe qui a été faite il y a peu de temps, c'est-à-dire elle a prélevé 43 mètres cubes par hectare. En fait, ce qui est inférieur à ce qui avait été calculé au départ en possibilité. Je crois qu'il était prévu 53 mètres cubes par hectare sur cette parcelle. Mais en fait, comme l'aménagement était fait en données statistiques, en inventaire statistique. Là, on est en train de régulariser cette phase. Et là, le choix du gestionnaire, c'est pas électronique, c'est de constater que le peuplement est déjà un petit peu terriéré, qu'il a été trouvé à 3 jours, que le semis vient, dès qu'on ouvre, il vient, il s'installe, les semis se développent et bien. Donc de laisser ces perches à l'abri de bois moyens qui vont devenir des gros bois. Donc pas faire des activités d'exploitabilité et constater par génération comme ça qu'elle est suffisante. Là c'est vraiment le type de trouver où l'épicéa va s'installer naturellement. Et là on conduira plutôt les peuplements, pas avec l'objectif d'en produire un dans la trouée, mais d'en produire 3 ou 4. C'est les fameux groupes ou cellules. C'est jardiné un peu par bouquet et plus pied par pied. Alors ça peut se combiner, sachant qu'un cône de sapin peut passer dans une petite trouée et qu'on peut avoir après un sapin unique. Et puis faire venir l'épicéa et le faire pousser dans des trouées un peu plus grandes. C'est en fonction du tempérament de l'essence et puis de la station. En principe, on dit que les théoriciens ont montré
que en partant d'une structure régulière, pour les régulariser, il faut commencer les petites régularisations à la moitié de l'âge de comptabilité. Donc, si on dit, je sais pas, ici, si ça part à 120 ans, il va falloir commencer à 120 ans. Donc ici, on a commencé un petit peu plus tard. Mais 120 ans par ici, c'est pas un âge encore excessif, ça peut tenir de toute façon jusqu'à 200 sans problème. Vous avez acheté en fait votre forêt. Elle était dans cet état-là, à peu près. C'était un peu dans ce là, quoi. Donc avec un envahissement feuillu. Envahissement feuillu, un matériel résineux, somme toute pas très abondant. Il y a quelques bouts isolés. Régénération résineuse en mauvais état, enfin quasiment absente, surtout là où on a un couvert de hêtre important, on a peu de choses. Et puis donc toute la démarche de M. Chevassu, c'est justement de travailler pour constituer un peuplement jardiné et avec un matériel résineux suffisant et productif, dynamique, pour aboutir à une gestion intéressante. Il va nous la présenter par la suite. Alors, une petite présentation générale. Donc, ce sont des plateaux vallonnés. On est dans le Jurassique supérieur. La pluviométrie est de 1800 mm par an. Hein. Donc, on est à l'étage montagnard. La desserte, alors distance moyenne de débardage 600 mètres. Donc quelques chevreuils et chamois au niveau gibier, pas de dégâts sur la régénération non plus, très peu. Ils mangent quelques pointes de sapin, mais ils ne touchent pas les épicéas. Alors ils nous favorisent plutôt, puisqu'on va chercher à favoriser l'épicéa plutôt que le sapin. Monsieur Chevassu nous a donné donc l'inventaire qui a été fait dans sa parcelle. En densité de tige, 258 à l'hectare. La surface terrière est de 21,5 m² par hectare. Alors on conserve des hêtres, parce que les hêtres donnent chaque année avec son feuillage, il nous donne un humus, parce que vous voyez, on a un sol, ici on a encore un peu de terre, mais souvent sur les arrêts c'est des amoncellements de cailloux. Et vous avez l'humus qui est fait par les feuilles de hêtre. Le hêtre qui tient un bon ombrage aussi. Dans tout un jardinier, on doit conserver une certaine densité de hêtre, comme au point de vue culturel. Cette année, on a eu, enfin voilà 2-3 ans qu'on a un cycle d'année sèche, on a beaucoup de bosseries. Alors il faut se méfier. Puis alors le vent, on a une zone là au Jura qui est vraiment soumise aux tempêtes. Vous allez repasser en coupe quand ici? D'ici 2 à 3 ans. Et vous passerez en travaux après la coupe? Oui, je fais en général, je passe tous les 10 ans en coupe à peu près, mon programme est fait comme ça. Et après la coupe, je fais une remise en état complète, parce que la coupe, vous avez des arbres talés, vous avez des perches qui sont versées, on en profite pour faire la remise en état complète, on va emmener une fois la coupe faite. Jusqu'à la période où on travaillait avec une serpe et une hache, on récoltait le bois que la forêt voulait bien produire. Mais maintenant qu'on a les appareils, la tronçonneuse, la débroussailleuse, on produit le bois qu'on veut produire. C'est le propriétaire qui dit je produirai ça. Et on doit l'obtenir. Si les prix sont bons, est-ce que vous coupez davantage que quand les prix sont bas, ou est-ce que vous essayez d'avoir un rendement soutenu? Cette année, les cours, as-tu déjà fixé ton prix de retrait? Je dis écoute, moi maintenant je fais mes coupes, je coupe cette année, je coupe l'année prochaine, voilà. J'enlève, j'en trouve 250 francs, je vends 250 francs, ouais. C'est tout. Je fais l'inventaire au début, moi j'ai toujours travaillé par inventaire. Alors, les 20, les 30, les 0, tout ce qui est 0, c'était un trait horizontal. Tout ce qui était 5, 25, 35, 45, c'était vertical. Mais ça ne me donnait rien parce que, oui, je voyais qu'il a changé de catégorie ou pas, mais je ne pouvais pas dire. Alors maintenant, il arrive à 17,5, trait à 45 degrés, qui descend. Hein? Je tourne dans le sens de lumière. 20, 22,5, 25, 27,5,
Puis on continue. C'est les petits 25, gros 25. Alors celui-là, il va rentrer dans les... Il est presque à 45 degrés, c'est un 50 fort. Voilà, 50. Il va passer dans la catégorie de 55. 55, quand je mesurerai dans 2-3 ans, s'il est juste là, ben je saurai qu'il a fait cette pendant la période d'année. J'ai fait l'inventaire l'automne passé, c'est-à-dire qu'à partir de 93, 94, 95, 96, 97, à 97, il sera peut-être là. Je saurai qu'il a cru de temps. Je peux vous dire, il a une veine d'accroissement de 2 ou 3 mm. C'est facile. L'aménagement a été fait par Madame Nico pour une période de 16 ans. Les coupes sont assises par contenance avec cube indicatif à rotation de 8 ans. Comme pratiquement tous les aménagements de futé jardinier à l'heure actuelle, c'est les normes. Donc, coupe par contenance, on est donc tenu de passer tous les 8 ans, de parcourir les parcelles tous les 8 ans. Ce qui ne se passait pas aux aménagements précédents, où on avait des possibilités volume, où on était bridé par le cube, on avançait, parfois on avait notre cube, on s'arrêtait. Alors au lieu de passer tous les 10 ans comme c'était préconisé, on y passait tous les 20 ans, comme dans la forêt de Pinizette qu'on va aller voir tout à l'heure. Voilà ce que je tenais à vous dire rapidement. Avant, quand on marquait les coupes, on marquait la possibilité volume, les gens venaient voir les cubes et on discutait en mairie des Hervales du bûcheronnage, c'est-à-dire qu'il y avait des bûcherons dans le pays et c'était des gens du pays qui exploitaient la coupe. Il n'y avait personne d'autre qui mettait les pieds dans la parcelle. Bon, comme dans tous les pays français de Navarre, les bûcherons ils ont disparu, enfin dans pas mal de pays, et à l'heure actuelle il n'y a plus de bûcherons les Hervales. Bon, pour cette raison, un petit peu, ils ont aussi supprimé ce système de vente. Est-ce que j'ai bien dit, monsieur le maire? Oui. Si vous devez ajouter, allez-y, je vous donne la parole. Oui, c'est-à-dire que le droit qui avait été donné, quand ils ont donné la parcelle, on avait le droit de venir chercher du bois de charpente, et puis on faisait du cavaillon, dans ce temps-là, les bois, et puis bien, alors donc ça a toujours duré. Et puis alors on vendait, on abattait, on vendait par lot. Pour venir jusqu'à il y a 7 ou 8 ans, même moins que ça, 5 ans, 6 ans, et bien, on vendait par lot, mais avant la vente des lots, et bien, on avait une soirée à la mairie où les gens étaient venus reconnaître un bois qu'ils voulaient garder. Et il y avait la soirée des bois gardés. Alors il y en a qui ont gardé pour finir, ça s'est éliminé. Et puis alors maintenant, comme on n'a plus de bûcheron, eh bien, on vend sur pied. On vend sur pied et puis l'argent, elle leur passe dans la caisse de la commune. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, ils avaient droit d'avoir du bois pour couvrir leur toit, mais après, au lieu de venir chercher du bois, ils vendaient ensemble et puis se partageaient l'argent. Ça remonte à 100 ans si vous voulez, puis ça a duré encore les premiers temps que j'étais maire, c'était ça. Alors maintenant, eh bien, on garde l'argent à la commune. Il faut dire qu'il y avait une différence, c'est que les maisons avaient droit, et puis tous les habitants n'étaient pas propriétaires de maisons, puis il y en avait des gens d'ailleurs. Il fallait bien qu'on garde les gens à nous, l'argent pour nous. Ça pousse plus vite, se sort vite de là-dedans. L'épicéa, il peine à sortir si c'est un peu feuillé. Le seul but des martelages et des travaux, c'est de favoriser l'épicéa, de cette race locale. Mais cette race locale, je préciserai donc qu'elle s'étend quand même jusqu'à la forêt d'Amiral de la Joux, en particulier sur la 3e série, sur quelques parcelles, les parcelles de 3 pièces de 3e série, et puis sur les forêts particulières qui jouxtent la forêt de la Lave. On a cette race dans le coin là, qui est vraiment une race qui s'élague facilement et à très petites branches. Et l'agage naturel, se fait facilement. Vous verrez le long du sentier, même sur les petits, vous voyez l'autre d'en face, là déjà. Bon, vous voyez comme il est élagué, personne ne l'a touché, il s'est élagué naturellement. Parce que quand j'étais jeune, moi, c'était tous des arbres comme ça. Le dessous, il y avait quand même du dessous, mais c'était tous des arbres comme ça. Mais surtout dans cette parcelle-là, il faut des vieux tocards de sapin comme ça, branchus quand on coupait, et là, il y avait du chauffage. On a une rentrée de 400 000. Les bonnes années. Oui.
Et la recette totale? Je suis comme le rendement à l'hectare. Hein. Je ne suis toujours, je majore jamais mes affaires. Ah, tu ne veux pas nous le dire. Non, mais les prix varient, alors je vous dis quand même. Oui, d'accord, 400 000. Est-ce que les gens paient des impôts locaux? Les impôts locaux, voilà. On n'en avait pas beaucoup. Ouais. Alors depuis 5 ans, là, parce que depuis la nouvelle élection, avant j'avais des vieux conseillers qui ne voulaient pas du tout, mais ils pensaient que si on mettait des centimes, ça, dans le temps on appelait ça, que ça allait mettre des impôts. Alors on n'en mettait pas beaucoup, alors depuis 5 ans maintenant, on met 10% par an d'augmentation. Si on parle de zéro, ça va pas. Voilà, c'est toujours la réponse. Attention, les élections c'est dans 1 an et demi. Oui, j'ai encore du temps pour faire miser un peu. Malheureusement, au moment où je suis descendu, je suis passé à l'arbre près, mais je me souviens à peu près que par journée on s'est implanté dedans, donc on était arrivé à ce niveau-là. Ah, ici, nous sommes dans la forêt communale de Plaine-Isette, qui fait 40 hectares. Elle est issue d'un cantonnement de la Joux, c'est-à-dire qu'elle a été attribuée à la commune de Plaine-Isette au XIXe siècle, entre 1861 et 1875, si ma mémoire est bonne. Quand on a cantonné les droits d'usage des gens, on les a cantonnés dans des petites parties de forêt. Donc on avait toute une bande de forêt là. À l'est de la forêt de la Joux, c'est une bande de cantonnement. Vous l'avez vu, là, tout de suite après, il y en a une autre, c'est la forêt de bois. Tout de suite derrière, il y en a une autre, c'est la forêt de Mournant. Enfin bref, c'est issu de cantonnement, du droit d'usage d'un cantonnement de la Joux. La forêt était surexploitée à une certaine époque. Il n'y avait donc pas de forêt, il y avait un taillis et des feuillus. Commercialisation, c'est la même chose, on vend les bois sur pied, les résineux. Les chablis, on les vend façonnés. Et les feuillus, c'est mis, je ne sais pas si vous avez la même feuille que moi, ils mettent réservé à la foige, mais il n'y a pas que la foige. Hein, on vend des grumes façonnés au bord de route. D'ailleurs, vous allez voir quand on va évoluer dans le peuplement. Et la différence aussi, c'est le prix à l'heure actuelle. On vend les prix 91 aux épiciers aux environs de 400 francs, les certains aux environs de 320 francs, donc c'est déjà pas le même prix que là-bas. Et les feuillus, prix 91, 92, on les vend 600 francs pour la route de hêtres qui font 1 mètre cube et demi et plus. Bon, c'est pas le but de l'opération. Disons qu'ici on est dans la chapinière hêtrée, donc on y fait d'abord du sapin et de l'épicéa, puis en accessoire du feuillu. Mais à ce tarif-là, à l'heure actuelle, les gens ils ne trouvent pas que c'est de l'accessoire, ils trouvent plutôt que c'est le meilleur revenu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a mis ici, pour que vous voyez la différence entre une futée jardinée au taux de feuillu presque négatif comme on a vu tout à l'heure, et ici, dans certaines zones, on a un taux de feuillu assez important. La moyenne c'est 10%, mais dans le coin là, on arrive à 20-30%. Dans cette forêt, il y avait, comme dans toutes les forêts avant, ce qu'on appelait le quart en réserve, je ne sais pas si... Donc le quart en réserve, il était situé contre la forêt domaniale de la Joux. Alors là-dedans, on avait des bois on a laissé donc les bois grossir, puisqu'on prélevait avec les coupes extraordinaires à l'époque. Et à Plaine-Isette, on s'y trouvait comme dans toutes les quarts réserves, toutes les forêts qui jouxtaient la Joux, on avait des énormes bois. Donc là, à l'aménagement précédent, on avait un groupe de rajeunissement, c'est-à-dire toutes ces 2 parcelles de gros bois qui jouxtaient la Joux, qui était l'ancien quart réserve, puis le reste de la forêt en futé jardiné. Que maintenant, on n'a donc plus qu'un groupe de futé jardiné.
raison qu'hier, c'est que c'était difficile de trouver des peuplements irréguliers à dominante feuillue à proximité de Besançon. Et il fallait pouvoir disposer de 8 parcelles et il fallait venir dans le nord de la Haute-Saône pour les trouver, à la fois en forêt publique et en forêt privée. De cet après-midi, elles sont toutes dans divers groupements forestiers, mais toutes gérées par M. Chavannes, expert forestier, qui est en même temps actionnaire dans chaque groupement forestier. C'est des groupements forestiers d'origine familiale. Alors ici, nous nous trouvons au nord-ouest du département de la Haute-Saône, qui est en même temps l'extrême nord-ouest de la Franche-Comté. On est là au pied, on ne voit pas tellement bien, on est au pied de ce qu'on appelle la Vosge. C'est-à-dire que c'est un petit ressaut gréseux qui est en limite du département de la Haute-Saône et au sud du département des Vosges. Alors au niveau climatique, disons que la tranche d'eau va en augmentant au fur et à mesure qu'on remonte. Ici on est assez bas, on est à 250 mètres d'altitude et le sommet de la Vosge se situe à environ 491 mètres. On ira cet après-midi. Et bon ici la tranche d'eau atteint tout juste le mètre. Donc un bon climat forestier. Et elle atteint 1,20 m à peu près au sommet, sur les versants et sur le sommet du plateau. Alors les traitements, maintenant venons-en à la forêt d'Alincourt, c'est une forêt qui fait un peu moins de 100 hectares, qui a été traitée en taillis sous-fouettés jusqu'en 1940. Alors c'était des taillis sous-fouettés assez lâches dans toute la région, c'était presque du taillis simple. Le bois était destiné à alimenter pas mal d'industries dans le secteur, des industries des métaux, enfin des forges et des verreries. Et donc l'exploitation en taillis simple, souvent abusive d'ailleurs, était courante dans la région. Donc les contraintes dans cette forêt, comme dans toute la région, c'est le gibier. M. Chavannes a beaucoup de mal avec le gibier. Ici la densité est d'environ 20 chevreuils aux 100 hectares. Les chasseurs ont le droit de tirer 4 chevreuils là, dans cette forêt. Ils souhaiteraient en avoir un peu plus, d'après ce qu'ils nous ont dit. Il y a 20 chevreuils aux 100 hectares, M. Chavannes trouve que c'est trop. Et d'un autre côté, les chasseurs trouvent que leur attribution de temps de chasse n'est pas suffisante. Alors où est le problème? En gros, le problème, c'est que la population, l'accroissement de la population est allé plus vite que l'accroissement des plans de chasse. C'est allé plus vite que... Enfin bon, quelques années, l'Office notamment a fait des comptages. Maintenant, on maîtrise mieux la situation. Mais j'ai passé une série d'années où chacun disait un peu sa version et c'était très difficile de voir où se situait la vérité. Maintenant, on maîtrise beaucoup mieux le problème. Nous sommes dans la parcelle 20, de la coupe Bacon. Le chêne occupe 58% de cette surface, le hêtre 39%. Donc on voit tout de suite que le chêne a une moins forte densité, mais des diamètres plus gros que le hêtre en moyenne. On peut aller plus loin, éventuellement, il y a des zones on pourra peut-être mieux discuter. On devrait pouvoir quand même se débrouiller pour avoir du chêne. Oui, parce que là, le hêtre, il était vraiment secondaire. Et on peut remarquer qu'au martelage, souvent les gros hêtres sont partis. Il y a une volonté, je pense, de là, favoriser le chêne sur ce plateau. Il y a quand même pas mal d'arbres blessés au pied. Il faut cloisonner. Il y en a qui ont été blessés lors de la dernière. C'est quand même la première chose à faire avant de travailler. De même, je pense qu'un cloisonnement, il peut aider à la description de la parcelle et dire là, entre ces deux cloisonnements-là, on a du chêne dominant, on va viser vraiment le chêne, on va contenir le hêtre, etc. Ça aide les interventions. C'est vrai que je pense que le propriétaire s'y retrouve, on le connaît par cœur. Mais
que des fois on a l'impression que c'est un peu plus. Alors ici on se trouve sur le plateau de la Vosge, on est à peu près à 450 mètres d'altitude. Donc c'est une forêt qui fait 200 hectares. La production moyenne du massif est de 3 mètres cubes d'œufs à l'hectare, en bois d'œufs. Hein. Alors le comptage qui a été fait en 92 a donné les chiffres suivants. En densité nous avons 135 tiges à hectare, dont 84% de chênes et 10% de 84% de hêtres et 10% de chênes. Et seulement 6% de sapins, qui était plus nombreux il y a quelques années, mais qui a été presque entièrement exploité. Ce qui vous motive pour faire que du hêtre, ou c'est l'aspect même du peuplement en place qui a une dominance de hêtre qui fait qu'on va cultiver essentiellement du hêtre? C'est plus l'aspect stationnel. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, enfin, également, ça se traduit sur la valeur des bois. Hein. Je crois que ici, les chênes, ils avaient dit qu'ils se vendaient de l'ordre de 400 francs. Ça, ils sont nettement moins chers. 400 francs, c'est même pas moitié de ce qu'on a vu ce matin, quoi. Bon, celui-ci, c'est peut-être un individu exceptionnel, mais il y en a beaucoup mais on ne connaît pas forcément l'histoire du peuplement et de l'histoire qu'on a. Ah si, il la connaît, il a des archives d'un siècle. Ouais. Non, c'est la station. Hein. Il faut voir, au niveau climatique, là on franchit un petit palier. Hein. Entre la pente orientée au sud-ouest de la coupe Bacon et puis le plateau relativement peu accidenté à 500 mètres, on a déjà une différence climatique assez importante. D'accord. Donc là, au niveau de l'objectif, il est clair, c'est principalement le hêtre. Hein. Là, le chêne et le sapin sont laissés en essence secondaire. Quoi. Enfin, M. Chavannes dit qu'il faut favoriser les minorités. C'est son expression. C'est les favoriser pour le mélange, pour la biodiversité, pour ne pas aller vers la haie très pure. Mais c'est vraiment un objectif de production de bois d'œuvre de hêtre. Ça, les Passavants, c'est une forêt qui fait environ 900 hectares. Alors nous sommes dans la même région naturelle, hein, les mêmes données que tout à l'heure. L'altitude varie de 260 à 460 mètres. Nous sommes toujours sur le même sol, grès coquillé, grès avoltia, qui donne des sols bruns acides à sols bruns licideux. Le gibier, il y en a un peu moins, là, il y a 10 à 15 têtes à 200 hectares. Voilà, l'essentiel, c'est le traitement de cette forêt. Hein. À l'origine, comme la forêt privée, les forêts privées qu'on vient de voir, jusqu'en 1870, la forêt a été traitée en TSF, mais très clair. Toujours pour alimenter les nombreuses verreries, forges et tuileries qu'il y avait autour du massif. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a encore une verrerie à Passavant-la-Rochère qui marche, qui fonctionne. Qui fait du haut de gamme. Mais pas d'action. En 1870, la décision elle a été prise justement de gérer, de convertir la forêt domaniale en futaies régulières, avec une rotation de 144 ans. Nous avons donc la séance de ce matin, c'est une séance de synthèse. Nous avons deux exposés de synthèse. Premièrement, le professeur Schütz de Zurich va présenter ses observations sur la forêt feuillue de Haute-Saône et François Bessières, à ma gauche, présentera ses observations sur le Haut-Jura et la futaie germinée résineuse. Pendant cette journée d'instruction, il nous a été présenté un certain nombre de réflexions fondées sur une expérience intime, je dirais, mais de relativement courte durée. Les forêts que nous avons visitées hier et avant-hier
sont traités en forêt irrégulière depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années peut-être, et c'est évidemment un recul dans le temps insuffisant pour décider aujourd'hui si le traitement qui est pratiqué correspond à l'optimum que nous voulons. Si la forêt jardinée de conifères repose sur une expérience scientifique et pratique très large, c'est beaucoup moins le cas de la forêt hétérogène de feuillus. Et dans la mesure où parmi les feuillus, nous avons des espèces intolérantes à l'ombrage, des espèces de lumière, comme on vient de les appeler d'habitude, il apparaît plus difficile et plus délicat de trouver ces solutions de compromis que nécessite en fait la forêt hétérogène et naturelle. Le deuxième point qui m'apparaît, je crois, essentiel et qui s'inscrit dans ce que nous avons entendu la première journée de ce congrès, c'est le problème de la station. Et avec ce problème de station, j'aimerais soulever une chose essentielle, ou revenir à une chose essentielle, à savoir cette notion, ce concept d'unicité en sylviculture qui fait que chaque peuplement est une entité en soi et qui nécessite des solutions adéquates correspondant à son environnement. Je crois que c'est une condition fondamentale de la discussion sylvicole. Aux directeurs d'excursion et aux gens qui ont préparé ces excursions, de ce fait, on a apporté un certain nombre de questions qui nous permettent, je crois, d'essayer de trouver des solutions, c'est-à-dire d'avancer dans notre démarche sylvicole. Ne pensez-vous pas que les essences intolérantes, à savoir les chênes, sont en réalité plastiques pour le besoin en lumière? Je vais vous donner ma perception personnelle à cette question. Je sais qu'elle ne correspond peut-être pas à celle de la majorité d'entre vous. Je crois que, effectivement, les chênes sont des espèces qui demandent des besoins en lumière élevés. Peut-être pas dans la phase de régénération, qui n'est pas la phase la plus importante au plan sylvicole, parce que pas la plus critique, mais dans la phase ultérieure de fourré et de perchis. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous venez de commencer de dire sur le chêne? C'est-à-dire les conclusions que vous en tirez pour une sylviculture de peuplement irrégulier. Vous êtes arrêté au niveau vous êtes dit qu'il fallait beaucoup plus de lumière, vous avez une phase de sélection, mais est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin? Nous avons une expérience en Suisse, mais elle est particulière parce que nous travaillons dans des conditions de neige lourde, que la régénération du chêne en pénombre ne suffit pas à garantir la stabilité des fourrés et des perchis de chêne. Donc Michel Padré, directeur régional de l'Office national des forêts en Franche-Comté. La première question porte sur la méthode elle-même, une méthode ProSylva, si vous me permettez de la résumer sous ce nom. Je crois que le professeur Schütz a très bien résumé les questions que nous nous posons, nous, en ce qui concerne le feuillu, sur l'application de cette méthode, et en particulier sur le chêne. Beaucoup de gens ont insisté pendant ces 3 jours sur le fait que cette méthode nécessitait des gens bien formés, que ce soit les agents forestiers ou les ouvriers. Pour qu'ils soient bien formés, il faut les former, excusez la palissade. Et pour ça, je crois que la méthode, quelle qu'elle soit, a besoin d'être formalisée. Ça veut dire d'être écrite. Et là-dessus, je crois qu'on a aussi à travailler. Donc c'est un espèce d'appel à la rigueur que je nous lance à tous, qui est de dire nous avons besoin de fabriquer des outils pour que cette méthode en soit vraiment une et ne soit pas simplement une intention. Moi, c'est une demande assez explicite que j'exprime à tout le monde, à l'ONF bien sûr en premier, puisque nous avons aussi à faire ça. Dans la deuxième question portait plus sur une remarque relative à l'exposé de M. Louis de Turckheim le premier jour.
qui a dit, en citant d'ailleurs, je crois, le professeur Schutz lui aussi, qu'il fallait redonner à la sylviculture la primauté sur l'aménagement. Évidemment, un forestier de l'ONF qui entend ça, il tremble sur ses bases et il se dit que tout s'effondre. Plus sérieusement, je crois pour ma part, là aussi en reliant à l'exposé du pasteur Sigvald sur l'éthique, que notre responsabilité de forestier, c'est un peu de faire le lien entre des interventions immédiates que nous faisons au mieux de notre technique et puis des objectifs à moyen ou long terme qui relèvent bien de l'aménagement. Et je crois que si on ne fait pas le lien entre les deux, tous les dérapages, y compris éthiques, sont possibles. Et là aussi, je crois qu'une méthode d'aménagement, excusez-moi d'y revenir, ça se formalise et il ne suffit pas de dire on passe tous les 6 ans ou tous les 8 ans dans les parcelles, on organise ça géographiquement. Je crois que ça, c'est pas suffisant si on veut pouvoir dire à des forestiers clairement ce qu'on conçoit, il faut structurer cette méthode d'aménagement. Je crois que pour le moment, on n'en est pas encore là et là aussi, c'est un appel à la rigueur. Ensuite, une dernière remarque, excusez-moi, qui est tout à fait d'actualité, je crois, et qui rejoint aussi des choses qui ont été dites par M. Brice de Turckheim et par M. Schutz à l'instant, sur la multifonctionnalité de la forêt. Dans cette multifonctionnalité, dans notre responsabilité éthique de gestionnaire, nous, on est tout le temps assaillis par ça. Il y a en ce moment le problème de l'emploi des ouvriers. Moi, je suis tout le temps extrêmement préoccupé, pour ne pas dire angoissé, par le fait qu'on est employeur de très nombreux ouvriers forestiers et que je souhaite vivement, c'est le moins que je puisse dire, ne pas avoir à les licencier l'année prochaine ou dans 2 ans. Je crois que là aussi, ça suppose d'abord des actions extérieures sur le financement des travaux, ça c'est clair, mais ça suppose d'avoir des idées un peu plus précises sur ce que doivent être les travaux dans quelque méthode que ce soit dans nos méthodes de futaie régulière ou que ce soit dans des méthodes nouvelles du type dans celles dont nous avons parlé. Il faut qu'on sache plus précisément ce que vont représenter les travaux pour pouvoir former les ouvriers, on l'a dit, pour pouvoir évaluer la masse de travail que ça représente, pour pouvoir la répartir dans le temps. Ça fait bien partie de notre responsabilité éthique et si on passe à côté de ce sujet, je crois qu'on sera vivement critiqué à juste titre. Je pense que c'est à nous de vous remercier, l'Office des forêts dans son ensemble, M. Pouzet, mais également et particulièrement la direction régionale de Franche-Comté, de l'aide que vous nous avez donnée, aide à l'organisation, aide à la direction des tournées, aide de tous les instants. Je crois que là vraiment, je peux retourner ce que vous nous avez dit. Sur les problèmes de multifonctionnalité, d'emploi, de planification des travaux, comment voulez-vous que je ne sois pas totalement d'accord avec vous? Nous avons une responsabilité vis-à-vis de tout le monde et en qualité de forestier privé, notre angoisse est presque encore pire que la vôtre. Qu'allons-nous faire de nos bons hommes si la crise continue? Mais ça, je crois que c'est... ProSilva, hélas, n'est pas en mesure seul de donner des réponses. Sur les problèmes de l'équilibre entre sylviculture et aménagement, j'ai peut-être été un peu trop brutal en disant que la sylviculture devait avoir la primauté totale sur l'aménagement. Bien sûr qu'il faut qu'on sache où on va, bien sûr il faut qu'on mette en place des outils de contrôle. Je crois quand même qu'il y a déjà des outils de contrôle qui existent et qui ont été mis en place. La lettre, il y a eu même une lettre de ProSilva, je ne me rappelle plus quel numéro c'était, qui était basée sur le contrôle et de savoir où nous allons pour éviter tous les dérapages dont vous avez parlé. Donc là, totalement d'accord. Sur le problème de formation des gens et sur la formation des gens, aucune discussion. Il faut que nous ayons des gens formés. Et sur le problème de la formalisation de la méthode, c'est peut-être, je crois que c'est un problème européen, bien sûr, c'est surtout un problème français. Et dans les préoccupations de notre président de ProSilva France et du conseil de ProSilva France, nous avons depuis 1 an à peu près décidé la mise en place, non pas naturellement de recettes de cuisine
Pas question de faire une recette de cuisine. Chaque peuplement est quelque chose de spécial et nécessite un traitement individuel, mais d'avoir un certain nombre de lignes directrices, et nous y sommes attachés. Ainsi, on dit de tourner spécialement à l'Office national des forêts, aux propriétaires privés et à la ville de Besançon. Die letzte Person, an die ich auf diesem Platz nochmals ein spezielles Dankwort richten möchte, ist Herr jetzt noch Präsident Brice der Türkei, der heute Nachmittag zurücktreten wird. Brice, du hast die Aufrichtung von ProSelva miterlebt und du hast ProSelva während den letzten Jahren die Gestalt und den Inhalt gegeben, welches in diesem Kongress in Besançon kulminiert ist. Du bist hiermit eine tragende Kraft in das Erneuern des Denkens über und Arbeiten in der Forstwirtschaft in ganz Europa gewesen. Du hast das nicht nur getan aus der Überzeugung, dass damit ein Weg eingeschlagen wird, die wissenschaftlich zuverlässig unterbaut werden kann und das teils auch schon ist, aber du hast das auch aus deinem ganzen Wesen getan. ProSelva hat noch einen langen Weg zu gehen, aber wir sind sehr dankbar, dass du es so kräftig auf einen guten Weg gebracht hast. Brice, sehr vielen Dank. Alors je remercie les directeurs de tournée qui m'ont fait passer leurs remarques, les remarques qu'il y avait eu dans leur cas. Je ne pourrais pas toutes les reprendre. Disons que j'ai essayé de les classer, et la première, c'est concerner les objectifs de gestion. Objectifs de gestion où plusieurs groupes se sont interrogés. Interrogation sur la pérennité de ce type de structure, sur les mélanges d'essences, nous avons vu d'excellents exemples, sur évidemment ces mélanges, les moyens de les maintenir, autrement dit le dosage des espèces, sur les travaux à effectuer. Je vous parlerai ensuite d'une question qui s'est posée et que M. Schütz a commencé à aborder, mais sans rentrer dans les détails parce que je crois qu'il n'y a pas de règle, c'est sur la façon dont on peut envisager peut-être l'irrégularisation d'un peuplement régulier à l'heure actuelle. Beaucoup de personnes se sont interrogées en raison de la jeunesse, à l'échelle évidemment de la forêt, de la jeunesse de beaucoup de plantations résineuses effectuées depuis la dernière guerre en France, sur la possibilité éventuelle d'irrégulariser de tels peuplements. La futée jardinée, la futée irrégulière, dans ce cas, la régénération naturelle, peut permettre ce mélange d'espèces et peut permettre de mieux s'adapter, de mieux, je dirais presque, de mieux réaliser une forêt pérenne en suivant ce qui se passe au niveau de la régénération. Mais là aussi, faisons attention, ce n'est pas parce qu'une espèce se régénère naturellement très bien sur une station que c'est la meilleure espèce pour la station. Tout le monde connaît le résultat de certaines essences qui se régénèrent sur les sols superficiels et qui ne sont pas les meilleures. Nous avons vu lors de la tournée, par exemple, des régénérations de certaines techniques magnifiques dans les stations où les gestionnaires, les propriétaires et gestionnaires nous disaient c'est l'épicéa qui est la meilleure espèce pour nous. C'est celle qui, économiquement, a la meilleure qualité. L'objectif que nous avons, c'est de produire du bois de qualité. Il ne faut pas l'oublier. Le principal et la chose majeure de cette formation, je crois que c'est de nous réapprendre à savoir regarder. On a perdu un peu l'observation, on ne regarde pas assez ce qui se passe dans les peuplements. Donc la patience, je crois, pour aller d'un peuplement régulier à un peuplement irrégulier, mais ça ne doit pas être un objectif au départ. L'objectif, c'est en premier de récolter des arbres qui ont atteint un diamètre donné, que l'on s'est fixé, en garder éventuellement au-delà, oui, si l'on peut attendre,
Mais l'irrégularisation viendra petit à petit, mais en évitant au maximum les sacrifices. Je crois que pour moi, ça me paraît essentiel. Et je terminerai là-dessus, sur ces sacrifices, qui sont des sacrifices finalement de capitalisation, et non pas des sacrifices de récolte anticipée, sur les visites que l'on a faites hier. Vous pouvez poser des questions, on essaiera d'y répondre. Dans la mesure où on recherche plutôt à gérer, éduquer une forêt dépeuplement écologiquement stable, adapté donc à un contexte écologique, pour répondre à des fonctions multiples. Je m'explique. L'objectif, c'est plutôt de produire des forêts stables, écologiquement stables, adaptées à un contexte écologique donné, de manière à ce que ces forêts assument leur multifonctionnalité. Alors le terme objectif est peut-être mal choisi, mais n'oublions pas une chose, c'est que l'objectif, à mon avis, l'irrégularisation peut être l'objectif, et je dirais presque une nécessité absolue, si l'on veut que les petits propriétaires forestiers s'intéressent à leur forêt. Professor Schütz hat zu Recht gesagt, dass die Eiche eine Lichtholzart ist. Natürlich ist sie eine Lichtholzart oder braucht mehr Licht als andere Baumarten. Dennoch hatte ich gestern bei der Exkursion das Gefühl, dass man auch, ähnlich wie bei uns in Deutschland, hier in Frankreich die Eiche unterschätzt. In den Bildern, die wir gestern gesehen haben, war die Eiche nicht etwa deswegen nicht da, weil zu wenig Licht da war, sondern weil die Waldbildproblematik nicht gelöst ist. Wir haben keine einzige Eiche gesehen, die höher als 20 cm war. Und ich glaube, dass viele Forstleute einfach die Erfahrung verloren haben, wie viel Schatten die Eiche erträgt und dass, wenn das Problem des Bildes ausgeschaltet wäre, man hier ganz neue Erfahrungen sammeln könnte. Eine abschließende Bemerkung hierzu. Der Wirtschafter, der uns gestern geführt hat gesagt, er wolle keine Zäune bauen im Wald, weil diese Zäune hässlich wären und letztlich nur ein Entgegenkommen für die Jäger. Das ist richtig. Und er wolle lieber die Politik ändern, dass hier eine Änderung in Frankreich auftritt. Natürlich sind Zäune im Wald hässlich, aber auch wenn eine Frau in den Spiegel schaut und stellt fest, dass ihre Frisur nicht mehr entspricht, dann geht sie zum Friseur und lässt sich Lockenwickler in die Haare drehen. Dann sieht sie sehr hässlich aus. Wenn man aber die Lockenwickler aus den Haaren wieder herausnimmt und sich gekämmt hat, ist sie plötzlich wunderschön. Ähnlich ist es mit den Zäunen. Ich wurde gefragt, einiges über Procilla und über den Kongress zu sagen. Es wurde bereits heute in 2 Vorträgen vieles gesagt, vor allem Konkretes. Und deshalb möchte ich mich mehr auf das Generelle beschränken. Und das Erste, was ich unterstreichen möchte, ist es, dass wir sehr glücklich das Land gewählt haben, dass wir nach Frankreich gezogen sind. Denn in Frankreich lebt eine Nation mit beaucoup d'esprit, mit vielen Ideen, und ProSilva braucht für die Zukunft sehr viele neue Ideen. Warum? Denn am Horizont ist ein neuer Forstmann, der kommt als neuer Forstmann aus Not, und wir brauchen die gegenseitige Hilfe. Man darf nicht vergessen, was bereits in einer von unseren Vorträgen gesagt wurde, dass die Auseinandersetzung zwischen Natur und Mensch immer größer wird, dass die Kluft gefährlich wird und dass im kommenden Jahrhundert diese gefährliche Kluft wieder überbrückt werden muss. Wenn ich kritisch beurteile unsere Versammlung, dann muss ich doch gut abnehmen. 700 Leute bedeutet, dass das Interesse sehr groß ist. Und ich bin fest überzeugt, die Idee des Naturnahen wurde schon öfters geboren in Europa, immer gestorben. Oder
es wurde einfach untersagt, oder ich weiß nicht, also verschiedene politische Gründe waren es. Diesmal ist die Sache doch komplett anders. Auch nicht schlecht. Bei der Wahlbegehung hat man dann Folgendes gesagt. Nun, das ist die Praxis, die ist vorgeschrieben, die ist im Konflikt mit der naturnahen Wahlbewirtschaftung. Nun, wir wissen ja, wie man da vorgeht, deshalb braucht man darüber nicht viel diskutieren. Aber nun soll man die Diskussion anders lenken und sich fragen, was würden Sie aber nun, wenn Sie sowas zu Hause hätten, was würden Sie aber nun aus so einem Objekt nun in der Zukunft tun? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les congressistes, merci de m'avoir invité à participer à la séance de clôture de ce congrès international de ProSilva. Je ne suis pas forestier, mais je n'ai pas de complexe à parler aujourd'hui en n'étant pas forestier, puisque j'ai lu que dans l'intervention du professeur Sigwald, il disait que la gestion forestière, je le cite, celle-ci est une chose trop importante pour être laissée aux seuls spécialistes. Et par conséquent, de ce fait, je me sens tout à fait qualifié pour en parler, puisque je ne suis pas spécialiste des questions forestières, mais que j'ai une opinion, peut-être qui n'est pas celle de M. Tout-le-Monde, compte tenu des fonctions que j'exerce. Les moyens de ma direction, les moyens qui me sont donnés par le gouvernement, j'essaierai de continuer à soutenir votre action. Je sais qu'il y a de bonnes relations entre les services publics de l'État, qu'ils soient ceux des services du ministère de l'Agriculture ou de l'Office des forêts, avec ProSilva. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Directeur, de ce que vous nous avez dit et ce qui nous remplit d'espoir et de satisfaction. Merci beaucoup. Pour prévenir des dérapages et pour augmenter la rapidité de diffusion du progrès, de mieux pouvoir encadrer les groupes de travail existants. Cela nécessitera quelques dépenses. Nous avons prouvé que nous savions nous aider nous-mêmes. Mais est-ce que le ciel pourrait peut-être nous aider dans ces problèmes? Même problème pour les places de référence et les entreprises pilotes. Leur étude et leur description avancent bien. Nous avons un programme européen de forêt témoin, mais il faut avancer. Dans cette région franche-comtoise et en Bourgogne, grâce à votre appui financier et à l'appui technique du professeur Lucien Macchi de l'ENREF, ça a bien avancé. Mais nous souhaitons que ce travail soit étendu le plus rapidement possible à la France, à l'ensemble de notre territoire. Je remercie particulièrement la direction générale de l'Office des forêts qui m'a dit hier son désir de mettre également en place avec nous des placettes qui participeraient à ce réseau. Merci beaucoup.